Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux matrices à diagonale strictement dominante. C'est un cas particulier de matrice inversible, comme on va le prouver tout à l'heure. Alors, c'est un énorme classique qui tombe très souvent à l'écrit et à l'oral, donc c'est vraiment important à connaître. Par exemple, c'est tombé à l'écrit à Centrale Supélec en 2005, MP, au CCINP, c'est tombé en 2023 dans l'option PSI, en 2016 en PSI, en 2015 en TSI. À l'oral, en fouillant un petit peu rapidement, j'ai vu que c'était tombé par exemple à Centrale en 2018 ou au CCNP en 2019, mais en fait ça tombe vraiment très souvent, donc il faut vraiment le connaître sur le bout des doigts. Voilà, alors de quoi il s'agit? On va donner d'abord dans cette vidéo, donc je vais faire la définition d'une matrice à diagonale strictement dominante, le résultat principal qui consiste à prouver qu'une telle matrice est inversible, donc c'est un résultat qui est dû à Hadamard, et puis après on verra une application classique que je vous présenterai dans une deuxième partie de cette vidéo et qui est due à Gershgorin. Voilà, alors on va commencer tout de suite par la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice à diagonale strictement dominante? Alors on va se donner une matrice de taille n dans Mn de C, et on dit que cette matrice est à diagonale strictement dominante lorsque pour tout i appartenant à un n, si j'appelle aij les coefficients de ma matrice, vous avez le module de aii qui est strictement supérieur à la somme pour j égale 1 à n, j différent de i des modules de aij. Alors déjà, la première chose, ça consiste à déchiffrer qu'est-ce que ça veut dire précisément en fait cette inégalité. On remarque que là il y a du strict et puis c'est à diagonale strictement dominante. Ouais. aii, comme vous le savez, en fait c'est le terme. C'est un terme diagonal de la matrice. Quand vous écrivez votre matrice sous la forme des termes et des coefficients a et j, hein, vous avez ici, classiquement, vous allez écrire A11 jusqu'à A1n. Ici, vous allez avoir AN1 jusqu'à ANN. Ouais. Et puis, en ligne I, par exemple, ici, en ligne I, vous allez avoir ligne I, donc I1, AI2, etc., jusqu'à AIN. D'accord ? Donc ici, je vais écrire surtout le terme diagonale. Donc vous voyez, les termes de la diagonale, c'est les AII ou les APP. Donc ici, vous avez AII. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en module, le module de AI, du terme diagonal sur la ligne I, il est plus grand que la somme pour J allant de 1 à N. Alors qu'est-ce que c'est que cette somme? Si vous faites varier J, vous restez à I fixé avec AIJ. Si I est fixé, c'est J qui bouge. Ouais. Donc c'est la somme. I est fixé, on reste sur la ligne I, et c'est la somme pour J allant de 1 à N. Et vous oubliez évidemment J égale I. Donc ça veut dire que le module du terme diagonal est plus grand que la somme des modules des autres termes. Voilà. Donc voilà ce que c'est une matrice à diagonale strictement dominante. On pourrait regarder peut-être quelques exemples, ouais, plus précisément. Allez, on va se donner une matrice 3-3. Alors par exemple, vous pouvez prendre 2, alors peut-être un peu plus gros, c'est plus simple, 3, 1, 1. Ici, vous allez prendre, moins 1. Là, vous prenez moins 5, 2. Et là, on va prendre, allez, 0, 0, allez, 1 et 2, tout simplement. Voilà. Alors cette matrice, par exemple, elle a à diagonale strictement dominante. Pourquoi? Eh ben, parce que si vous regardez le module de 3, c'est plus grand que 1 plus 1. Le module de moins 5, ça fait 5, c'est plus grand que 2 plus 1. Et le module de 2, c'est plus grand que 1 plus 0. Ouais. Donc il faut que ce soit vrai pour tout i. Vous pouvez vous en donner une, par exemple, aussi de la taille 3, allez, avec des nombres complexes. Hein. Par exemple, vous prenez 2i, 0, 1, je sais pas moi, i 3i moins 2. Qu'est-ce que vous allez prendre? Allez, 0, i et allez, 2, ou alors 2i et 5. Voilà. Donc vous voyez, encore une fois, si vous regardez le module de 2i, donc ça fait 2, c'est plus grand que 1. Le module de 3i, c'est plus grand que... Ah non, ça marche pas là, tiens. Voilà, faut rajouter un peu plus. Hein. C'est strictement. Donc tout à l'heure, j'avais pris 3i, ça marchait pas. Il faut vraiment que ce soit strictement dominant. Donc module de 4i, ça fait 4, c'est plus grand que module de i plus module de 2. Et là, j'ai pris 5, c'est plus grand que module de 2i.
Voilà. Donc c'est très simple à voir. Donc. Et donc le théorème, premier théorème qu'on appelle parfois le lemme, théorème dû à Hadamard, c'est que une telle matrice, elle est inversible. Donc c'est la première chose qu'on va montrer ici, montrer qu'une matrice à diagonale strictement dominante est inversible. Mais comme d'habitude, je vais vous laisser un petit peu cogiter pour voir si vous arrivez à trouver des pistes tout seul, si vous arrivez à résoudre l'exercice. Donc je vous rappelle, montrer que une matrice à diagonale strictement dominante est inversible. À vous de jouer. Alors, j'espère que vous avez bien cherché. Je vous ai marqué le théorème à prouver ici. Si A est à diagonale strictement dominante, alors A est inversible. Comment on peut montrer qu'une matrice est inversible? On a pas mal de méthodes dans le cours pour prouver ça. À quoi on pourrait penser? Alors, on va mettre quelques pistes ici. En oubliant un peu, voilà, oublions un petit peu l'exo. Ouais, comme ça. Alors, on pourrait penser au déterminant, bête de A est non nul. Ouais, par exemple. On pourrait penser au rang de A égale n. Ouais, pourquoi pas, aller chercher le rang. À quoi on pourrait penser? Par la définition. Ouais, la définition, c'est trouver B tel que B appartenant à Mn de K, Mn de C en l'occurrence, pour tel que AB égale IN. Ouais, c'est une autre façon de faire. On pourrait penser à quoi d'autre? Ouais, trouver un polynôme annulateur, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu. Ouais, trouver un polynôme annulateur. Bon. Voilà. Alors, ici, ces méthodes-là sont pas vraiment adaptées. Peut-être le déterminant, on pourrait penser peut-être avec la formule du déterminant, mais vous voyez qu'en fait, l'hypothèse, elle est sur les coefficients A et J, donc il faut quelque chose qui soit quand même adapté à ça. Ouais, donc quand je cherche une méthode, donc je regarde la conclusion, mais je regarde aussi les hypothèses, et je vais essayer de trouver l'outil le plus adapté. Alors il y a un outil pour auquel on n'a pas pensé, c'est de passer par le noyau de la matrice. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ouais, le noyau de la matrice, donc autre idée, passer par le noyau. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce noyau? On va l'appeler ker A. En fait, si vous ne connaissez pas, le noyau de la matrice, c'est l'analogue du noyau d'une application linéaire. Ouais. C'est l'ensemble des x vecteurs colonnes appartenant à Mn1 de C, tel que AX égale 0. Ouais. Voilà. Alors, on peut montrer facilement que le noyau A est inversible. A est inversible si et seulement si, eh bien, ker A égale 0. C'est-à-dire, ce noyau-là, il est restreint à 0. Alors, peut-être que c'est déjà dans votre cours, on va quand même préciser pour ceux qui ne savent pas. Ça fait penser à quoi? Ker A égale 0, ça fait penser à ker F égale 0 et l'injectivité. Ouais. Alors, vous savez que quand on a une matrice, alors expliquons ça. Si on a une matrice A, vous pouvez envisager l'endomorphisme qu'on va appeler FA, qui est l'endomorphisme canoniquement associé à cette matrice. C'est l'endomorphisme de Kn, tel que, l'unique endomorphisme de Kn, pardon, tel que la matrice dans la base canonique, que j'appelle bêta n, de F est égale à A. Ouais. Et on peut montrer facilement que ker FA, il est isomorphe à ker A. Ouais. Et alors après, d'où ça vient ce truc-là? FA est bijectif, A est inversible. Ça veut dire que exactement que FA est bijective, mais comme c'est un endomorphisme en dimension finie, ça veut dire exactement que FA est injective, n'est-ce pas? Et FA est injective, ça veut dire exactement que ker FA est égal à 0. Voilà. Ouais. Et la bijection entre ker A et ker FA, elle vient de l'endomorphisme canonique qui a un élément de Kn associe son vecteur colonne. Ouais. Sa décomposition dans la base canonique. À U associe, allez, on va mettre une flèche, pourquoi pas, tac, la matrice de U dans la base canonique. Ouais. Donc si vous regardez ker FA, son image par phi, ça va être ker A. Voilà. Donc ça c'est assez classique quand même. Ouais.
Voilà, donc l'autre but, ça va être de montrer que car A est égal à 0. Donc on va se donner x dans car A et on va montrer que x égale à 0. Allez, c'est parti. Peut-être que vous pouvez chercher un petit peu tout seul, pour voir ce que ça vous donne maintenant qu'on a cette indication là. Allez, je vous laisse chercher encore. À vous de jouer. Alors, deuxième partie, donc soit x appartenant à car A, montrons que x égale 0. Alors, je vous rappelle que x est un vecteur colonne, donc vous avez que ax égale 0, il faut montrer que x égale 0. Alors évidemment, on va lui donner un petit nom à x, on va l'écrire x est égal à x1, xn. Ouais. Donc ça appartient à M1 de C. Bon, on les appelle xk, même si c'est complexe, on s'en fout. AX, ça fait quoi? AX, eh ben, ça fait A11 jusqu'à A1n, AN1, ANN, fois x1, xn. D'accord? Donc AX, ça fait quoi? Ça fait A11 x1 plus A1n xn, etc. Donc là, vous allez avoir A21 x1 jusqu'à plus A2n xn, et puis pour finir, vous avez AN1 x1 plus etc. plus ANN xn. Et ça, c'est nul. Ouais, donc ça veut dire que toutes ces sommes sont nulles. Ouais, donc comment on traduit ça? Ça veut dire que pour tout i appartenant à 1n, vous avez la somme. Donc la ligne i, elle est là. Ouais. Donc la somme des a, i, j, x, j pour j allant de 1 à n qui est égal à 0. Et ça commence à me plaire parce que j'ai des sommes avec des coefficients. Ça ressemble un petit peu à mon hypothèse de domination, ouais, de diagonale strictement dominante. Alors qu'est-ce que je vais faire? Si je regarde ce qui se passe ici, alors ici il n'y a pas de xi. Il va falloir l'exploiter d'une façon ou d'une autre. Ici on a isolé, en fait on a pris cette somme et manifestement on a isolé le terme en j égale i. Donc nous on va faire pareil, normal, naturel. Donc on va isoler et on va dire, donc ça c'est la somme pour j allant de 1 à n des a, ij, xj. Et on va faire j différent de i plus aii, xi. Et ça vaut 0. Ouais. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ça veut dire que aii, xi, c'est égal à moins la somme pour j égale 1 à n, j différent de i, des a, ij, xj. Voilà, donc j'ai isolé. Et puis, pour me rapprocher encore de ma définition, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, je vais prendre le module de tout ça. Et comme vous voyez que dans la définition, le module il est à l'intérieur de la somme, il n'y a pas 36 choses à faire, on va utiliser l'inégalité triangulaire pour passer ce module à l'intérieur de la somme. Donc ça fait aii, donc le module de tout ce bazar, est égal au module j égale 1 à n, j différent de i, des a, ij, xj. Ici, on va faire un petit coup d'inégalité triangulaire, it, ouais, et on va majorer ça par la somme pour j égale 1 à n, j différent de i, j'espère qu'elle ne vous fait pas peur cette somme, c'est rien, du module, mais cette fois-ci à l'intérieur. D'accord? Donc voilà ce qu'on a obtenu. On va souligner un peu là. On a obtenu ça. Ouais. Voilà, donc ça c'est inférieur à ça. Donc maintenant, ça va peut-être être le moment quand même d'utiliser à un moment donné l'hypothèse. Ouais.
Je vous rappelle, qu'est-ce qu'on voulait montrer déjà? On voulait montrer que x il est égal à 0. Donc ça veut dire qu'il faut montrer que tous les xk sont nuls. On garde bien ça en tête. Et maintenant, on va essayer d'utiliser l'hypothèse. Alors comment utiliser cette hypothèse? Voyons. On a déjà une inégalité qui est là. Et ici, on voudrait utiliser l'autre. Il y a un petit truc qui me gêne, c'est que dans ma somme, là, il y a ces xj, là, je ne sais pas trop quoi en faire. Ouais. Il faudrait que je les majore qui dégagent, en fait, en gros. Hein. C'est pas compliqué. Il faudrait qu'ils dégagent. Donc, je pourrais, par exemple, majorer xj par le plus grand module des xj. Ouais. Et là aussi, il faudrait que je me débarrasse du xi. Ouais. Donc là, on a une petite idée qui, j'espère, vous paraîtra naturelle, c'est de dire, bon, ben ça c'est vrai pour tout i, et je vais regarder le i, qui maximise en fait les modules de xi. Ouais, donc, dernière étape, astuce, mais c'est une astuce en fait qui est guidée par le fait d'utiliser l'hypothèse. Ouais, donc troisième étape, astuce naturelle, j'espère. Ouais. Donc on va mettre une petite ampoule. Pour signaler que là, voilà, c'est un petit peu astucieux. Donc on va prendre soit i appartenant à un n, qui est tel que xi, module de xi, c'est le maximum des modules de xj, pour j appartenant à un n. Ouais. Bah, je vais laisser ça parce que j'en ai plus besoin. Hop. Et je vais garder quand même mon inégalité. Bien. Voilà, donc module de x, c'est le maximum. Donc ça veut dire que chacun des xj là, il est inférieur à un module de x. Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens avec ce i un peu particulier? AII xi en module est inférieur à la somme pour j allant de 1 à n des AIJ. Et là, le xj, je le majore par module de xi. D'accord? Et comme il ne dépend pas de j, il peut sortir de ma somme. Ouais. Il peut sortir de ma somme, et alors évidemment, j'ai envie de simplifier par xi, mais surtout, il ne faut pas. Ouais. À ce niveau-là, il faut... En fait, il est nul. On va montrer qu'il est nul. Donc, on va faire par l'absurde. On va dire, montrons que xi est nul. Le module de xi est nul. On va faire par l'absurde, s'il n'est pas nul, alors je peux diviser par module de xi. Si module de xi est différent de 0, alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je divise. Et qu'est-ce que j'obtiens? Hein, alors, on obtient que AII, en divisant par xi, est inférieur à la somme pour j allant de 1 à n, et j différent de i, des modules de AIJ. Ah ben ça c'est contradictoire. C'est exactement l'inverse de ce qui est marqué dans l'hypothèse. Contradiction. Ouais. Et voilà, on a gagné. Alors qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que xi égale 0. Mais xi c'était le plus grand des modules, enfin module de xi c'était le plus grand des modules de xj. Donc en fait, tous les modules de xj sont nuls, puisque le plus grand est nul, et ils sont positifs. Donc, ben, x1 égale, etc., égale à xn est égal à 0, donc x égale 0. Et c'est ce qu'il fallait prouver. Ouais. Du coup, ainsi, ben, vous avez, pour revenir un petit peu, refaire l'histoire, qu'A égale 0, et donc A est inversible. A est inversible, c'est ce qu'il fallait prouver. Et voilà qu'on a prouvé le théorème d'Adamard. Toute matrice à diagonale strictement dominante est inversible. Ouais, sympa comme résultat. Alors, tout de suite, on va voir une petite application de ce résultat. Alors, voici une application classique du théorème de Hadamard sur les matrices à diagonale strictement dominante, qui va nous permettre de localiser les valeurs propres d'une matrice. Donc, c'est assez intéressant. Vous donnez une matrice
grand A, de terme général AIJ de taille n, et vous allez définir quelques quantités pour commencer. Vous allez poser RI est égal à la quantité vue tout à l'heure, c'est la somme pour J égale 1 à n pour J différent de I des modules de AIJ. Donc c'est la somme de tous les modules des termes de la ligne, sauf le terme diagonal. Ouais, donc ça fait un réel positif. Et puis vous allez définir ce qu'on appelle le IM disque de Gershgorin, qui on va appeler DI. C'est l'ensemble des Z appartenant à C, tel que le module de Z à AII, terme diagonal, la distance de Z à AII est inférieure à RI. Donc vous voyez, c'est un disque, hein, la distance de Z à AII est inférieure à RI. Et on va montrer la chose suivante, donc on va faire ça sous la forme d'un exercice évidemment. Vous vous donnez une valeur propre de A, donc ça pour les premières années, ben, je vous donnerai la définition, c'est pas très dur. Et il faut montrer que cette valeur propre, elle est dans la réunion de ces disques. Donc vous voyez, on va localiser le spectre. Les quantités RI, enfin les DI sont très faciles à déterminer avec les coefficients de la matrice, et on sait où se trouve, on a une idée de où se trouvent les valeurs propres de A. Bien, alors allons-y pour ce truc-là. D'abord, bah, je vous laisse un petit peu chercher. C'est parti, j'espère que vous avez trouvé, et si c'est pas le cas, on va voir ensemble. Alors, tout d'abord, un petit rappel pour les premières années, hein, lambda valeur propre de A, c'est la définition, c'est A moins lambda IN non inversible. Donc c'est facile à définir comme ça, puis ça va être bien adapté à ce qu'on veut faire. Donc, vous allez voir, il y a juste ça à connaître, c'est tout. Hein. Donc on se donne une valeur propre de A, donc soit lambda valeur propre, ouais, donc soit lambda valeur propre, c'est-à-dire A moins lambda IN non inversible, et il faut montrer que c'est dans la réunion de ces disques. Ouais. C'est-à-dire qu'il existe I, il faut montrer qu'il existe I appartenant à un N, tel que lambda appartient à DI. Ouais. C'est-à-dire il faut montrer qu'il existe I appartenant à un N, tel que lambda moins AII est inférieur à ce fameux nombre RI. Alors RI, on va le réécrire, c'est la somme de J égale 1 à N pour J différent de I des modules de AIJ. D'accord? Ouais. Voilà. Alors, pourquoi c'est vrai ce truc-là? Eh bien, on peut tout simplement faire par l'absurde. Ouais. On peut tout simplement faire par l'absurde. En fait, on va noter, alors, par l'absurde, si c'est pas le cas, par l'absurde. Sinon, ça veut dire que pour tout I, appartenant à un N, eh bien, lambda moins AII est strictement plus grand que somme de J égale 1 à N, pour J différent de I, des AIJ. Ça ressemble quand même beaucoup à une matrice à diagonale strictement dominante. Sauf que ça, c'est pas le terme diagonal de ma matrice. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va carrément... on va peut-être plus écrire ça comme ça. Là, c'est un module, donc je peux échanger... je peux prendre l'opposé. Hein. Donc là, vous avez AII moins lambda. Et ça, vous remarquez que si je note... on va noter B, justement, la matrice A moins lambda IN. Ouais. Et ce terme-là, c'est le terme diagonal de B. Puisqu'en fait, quand vous enlevez IN à B, il n'y a que les termes diagonaux qui changent. Donc le terme diagonal de B, c'est AII moins lambda. Et les autres termes, ils ne changent pas. Donc ça, c'est aussi les BIJ. Et ça, c'est BII. Ouais. Donc BII, c'est AII moins lambda. Et BIJ, c'est AIJ
si J est différent de I. D'accord? Donc qu'est-ce que vous avez obtenu? Ben, vous avez obtenu que BII est strictement supérieur à la somme des BIJ. Pour J égale 1 à N, J différent de I. Qu'est-ce que vous en déduisez du coup? Vous en déduisez que B, cette matrice-là, elle est à diagonale strictement dominante. Mais Hadamard nous dit que B est inversible. Ouais. Donc B est inversible. Et ça, c'est impossible. Ça contredit ce qui a été dit là. Ouais, puisque lambda est une valeur propre de A. Contradiction. D'accord? Moralité. Eh bien, lambda est dans la réunion de ces disques. C'est marrant comme résultat. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ça veut dire que, vous voyez, les disques, vous avez dans le plan complexe, hein, les valeurs propres d'une matrice, c'est dans le plan complexe. Et donc, vous savez que si vous avez là A11, vous avez A22, A33, je sais pas, hein, j'ai écrit un petit peu n'importe comment. Et puis, si c'est une matrice de taille 3, vous avez un certain rayon, là, c'est le rayon R1. Là, vous avez un autre rayon qui n'est pas forcément le même, hein, ici. Vous allez avoir rayon R2, etc. Puis là, vous avez un rayon R3 qui est peut-être plus petit. Et bien, les valeurs propres, elles sont là-dedans. Vous avez localisé le spectre. Voilà. Voilà. Donc, c'est une application du théorème de Hadamard. Alors, il y a d'autres applications qui existent. En particulier, il y a un joli sujet de l'ENS universitaire là-dessus. Et puis même dans un sujet justement de CCINP, il y a un truc intéressant, mais je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Ça peut servir à montrer des résultats sur des matrices stochastiques, plus particulièrement, si je me souviens bien, des matrices strictement stochastiques. Alors c'est les matrices stochastiques et matrices strictement stochastiques, ça sert en probabilité, figurez-vous. Et vous pouvez montrer comme ça que 1 est valeur propre d'une matrice strictement stochastique et en plus que c'est une valeur propre simple, c'est-à-dire que son espace propre est de dimension 1. Voilà. Et pour ça, vous utilisez le lemme d'Hadamard. Ouais, matrice à diagonale strictement dominante. Écoutez, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo parce que là, ça fait quand même déjà suffisamment long pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de bonnes maths. Bye bye.